BSD, Ruffy. Le combat peut être le plus intense de l'UFC Paris. D'un côté, le guerrier qui ne recule devant rien. De l'autre, le technicien à la fois innovant et efficace. Le point commun, le côté violent. Pour les fans, tous les éléments sont réunis pour un combat grandiose. Le game plan, avec Brian Boulan, c'est maintenant. Bienvenue chez Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Tous. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Unibet.fr. Brian, qu'est-ce qui t'intrigue, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce co-main event? Ce qui m'intrigue, forcément à l'issue du combat, bien évidemment. Ce qui m'intrigue, c'est surtout un peu les ajustements, la progression du côté de Benoît. Pour l'instant, j'ai pas encore vu suffisamment de progression, notamment sur son dernier combat. Donc ça m'intéresse grandement. J'ai envie de voir si, j'imagine, avec le temps passé, il va y avoir une évolution en tout cas du combattant. Donc ça, c'est sûrement ce qui m'intéresse et ce qui m'intrigue le plus. Et puis je pense que Nicolas en a parlé avec Clément. En face, on a un Mauricio Ruffi qui n'a pas encore été testé sur certains plans du MMA. Et forcément, alors deuxième chose qui m'intéresse le plus, et ça va être ça, quoi. Ouais, je te rejoins. Moi, là, on est de nouveau sur Fighting Nerds contre Nicolas Hott. On en a parlé pour le main event. Ce qui nous intéressait énormément, c'était l'aspect stratégique. Ici, il y a quand même la casquette violence qui rentre en jeu. Je pense que ça reste un de leurs points communs. Est-ce que BSD va explorer ce que Ruffy vaut vraiment sur son dos? Est-ce qu'il sera capable de l'amener là? Est-ce que Ruffy va être capable de tenir BSD loin de lui, alors qu'on va avoir un BSD qui va vouloir probablement lui rentrer dedans avec des frappes qui font mal? Est-ce que ce sera un mélange de tout? Est-ce qu'on aura des grands moments pour l'un, des grands moments pour l'autre? Moi, ce combat, il y a plein de points d'interrogation et c'est ça qui m'excite à l'approche de l'UFC Paris. On va analyser ça juste après le Tale of the Tape. Mauricio One Shot Ruffy occupe la 15e place du ranking UFC et la 16e au classement Fight Minds. Il a remporté 12 de ses 13 combats professionnels et affiche un palmarès intact en 3 combats sous la bannière de l'UFC. Avec 11 victoires par KO, il a un taux de finish à 92%. Benoît Saint-Denis est 13e au ranking UFC et 14e selon Fight Minds. Il possède 14 victoires pour 3 défaites avec un palmarès à 6-3 à l'UFC. 100% de ses victoires sont avant la limite avec 10 soumissions et 4 KO. Les deux combattants mesurent 1m80, mais le Brésilien aura 6 cm d'allonge en plus que le Français avec 1m91. Debout, on est sur des styles offensivement engagés avec 5.4 frappes qui touchent à la minute du côté de BSD contre 4.4 du côté de Ruffy avec une précision comparable à 55 contre 58%. Défensivement, c'est intéressant, malgré un gap de 20% à l'avantage du Brésilien qui affiche un excellent 61%, il se fait toucher autant de fois que BSD à la minute, à savoir 4.6 fois. Jusque-là, le représentant de la Fighting Nerd n'est pas intéressé par le sol. 0 tentative de takedown et une défense à 100%. Benoît Saint-Denis réussit 4.2 amenés au sol par 15 minutes avec 39% de succès. Mauricio Ruffi obtenait sa 3e victoire consécutive et la ceinture du Centurion FC en mai 2023 face à Ronnie Torres. Il passe alors au Contender Series et l'emporte dans la 3e reprise contre Magomed Aliev. Ses débuts à l'UFC sont réussis. KO sur Mularki au premier round. Il bat ensuite Lone Top et continue sa série avec potentiellement le plus beau KO de cette année sur King Green en mars. Benoît Saint-Denis faisait rêver à Paris en 2023 face à Moises avec un TKO 2e round. 2 mois plus tard, il éteint Matt Frevola à New York, puis échoue sur un énorme step-up face à Dustin Poirier. Il revient en combat principal à Paris l'année passée face à un Moïcano qui force l'arrêt du docteur entre le 2e et le 3e round. BSD s'est refait face à Prepolek à l'occasion de l'UFC 315 en mai dernier. Notre communauté a voté, Brian, et cette fois-ci, je suis bien content d'avoir séparé tête, cœur, parce qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Donc, on a regroupé 2500 votes. On a 90% qui vont supporter Benoît dans ce combat, mais 37% qui le voient gagner, donc 63% qui voient une victoire de Ruffy à l'UFC Paris. Donc, on reste sur nos habitudes. On commence par l'underdog de la communauté Fight Minds. On va commencer à parler de Benoît Saint-Denis. J'ai d'abord envie de mettre un peu de contexte sur là où il en est dans sa carrière et en commençant par le tout début. Donc, BSD débarque en MMA professionnel en 2019. Son 2e combat, c'est déjà contre Arthur Sepagnac, qui était à 4-0 et qui aujourd'hui est le numéro 2 au classement des welterweight KSW. Donc, il est directement passé par des gros challenges assez tôt dans sa carrière. Il le bat et sous 2 ans,
Il passe son palmarès à 8-0 avec un no contest, donc 9 combats en 2 ans. Ça inclut 4 victoires au Brave et il signe à l'UFC, donc 2 ans après ses débuts professionnels. À l'UFC, il se fait bousculer par Eliseu dans ses débuts. Il descend en lightweight et là, il enchaîne 5 victoires en 18 mois. Et à ce moment-là, je le disais partout, j'avais rarement vu en MMA quelqu'un qui avait une progression aussi fulgurante, tout simplement. Là, il connaît son revers contre Dustin Poirier. Il quitte Warin. Il perd contre Moïcano. Juste après le combat, il avoue être venu sans game plan, sans préparation, sans grosse préparation. Il s'était préparé dans une équipe qui n'avait pas l'expérience UFC. Et quelques mois après la défaite, il rejoint les rangs de Nicolas Hotz. Et là, depuis, il a pris une victoire contre Prepolek, qui remplaçait Joel Alvarez en short notice. Il n'y a pas grand-chose à tirer de ce combat, comme tu l'as dit en intro. Mais voilà, il a déjà rebondi. Il a déjà rebondi. Ouais, si, il y a des choses à retirer quand même, hein, mais qui sont pas, pour moi, rassurantes, mais il y a des choses à retirer. On va dire ça comme ça. Il y a pas, pour moi, il y a pas énormément d'indicateurs. Ça reste un short notice pour l'un comme pour l'autre. On le dit tout le temps. Même si tu te prépares pour un combat, tu changes d'adversaire. Surtout quand tu es dans un camp qui met l'accent sur la stratégie, ça a un certain impact et on doit toujours nuancer les propos de la post-analyse. Donc voilà, je trouvais que le contexte autour de BSD était important à souligner avant de s'embarquer dans l'analyse de son style. Et d'ailleurs, je te passe la balle pour. Ouais, je vais juste sur le contexte, hein, sur sa progression, en tout cas sur l'évolution de sa carrière fulgurante. Moi, j'ouvrirais même un débat entre la fulgurance et puis le trop rapide. Ouais. Moi, ça fait partie des choses que je note encore, et notamment sur Prepolek. Je pense encore actuellement que Benoît n'est pas un produit fini, tu vois. Dans le sens où il a encore une marge de progression, ou dans le sens où... Ouais, je l'avais dit personnellement, j'étais très content du combat contre Prepolek, dans le sens où suite à ces 2 défaites, pour moi, il fallait qu'il prenne quasi 1 an de travail avec des combats de remise... Enfin voilà, des combats de chauffe, quoi. On était 100% alignés là-dessus. J'aurais préféré encore un combat de chauffe, voire attendre 6 mois. Je sais que c'est pas la politique de la team Hot, avec la volonté de combattre. Ni la mentalité de BSD, je pense. D'ailleurs. Ouais, ni la mentalité. Je comprends la question du financier, tu vois. Mais je pense qu'il y a du taf, quoi. Il y a encore beaucoup de boulot. Je pense qu'il est arrivé trop rapidement dans le top. La victoire contre Prepolek me confirme, en tout cas, quand je revois le combat, que voilà, quoi. Il est clairement au-dessus d'un gars qui est pas dans l'UFC, mais c'était pas facile, quoi, contre Prepolek. C'était quand même sacrément vert, hein, sur certaines choses. Mais écoute, moi, un des points que j'ai noté et que j'ai déjà dit, mais que j'aime bien répéter par rapport à Benoît, c'est que selon moi, il n'est pas arrivé là où il en est, donc dans le top 15 lightweight, qui est quand même une grosse division, par ses compétences. Je pense que à l'UFC et même en dehors de l'UFC, tu vas trouver des mecs qui sont tout aussi compétents que Benoît Saint-Denis, d'un point de vue vraiment technique. Alors le sol, vraiment, pour moi, je trouve ça très très bon, son sol offensif, vraiment excellent. Par contre, les compétences en pied-point, purement techniques, etc., tu trouves ça en dehors du top 50 mondial. Mais la combinaison entre sa compréhension de ce qu'il est capable de faire techniquement, son menton, son mental, et le fait qu'il soit capable d'utiliser tout ça pour user, voire submerger ses adversaires, c'est ça qui l'a amené à ce niveau. On en parlait dans le récap la semaine passée, on en parle assez régulièrement. C'est ça la beauté aussi du MMA, c'est qu'il n'y a pas un curseur qui prend chaque fois le dessus sur les autres. De temps en temps, tu vas gagner grâce à ta technique, de temps en temps, tu vas gagner grâce à ton cardio, de temps en temps, tu vas gagner grâce à ton mental, de temps en temps, tu vas gagner grâce à ta stratégie. Ça peut être plein d'éléments. Et Benoît a eu beaucoup de succès. Et ce succès, c'est pas grâce à ses compétences, c'est plus grâce à la manière dont il utilise ses compétences avec une complémentarité mentale, menton qui est au-dessus de la norme. Ouais, exactement, sur l'intensité. Voilà. Alors, si on revient un petit peu sur les compétences, sur le profil, donc, Benoît Saint-Denis, je pense qu'on peut le définir vraiment comme un grappleur, lutteur légèrement. En tout cas, il a ce qu'il faut en lutte pour pouvoir mettre au sol, et c'est ce qu'il recherche. C'est plutôt un profil grappleur qui a montré des belles choses en striking, avec la période qu'il a eu avec Daniel Warin, ça on peut pas lui enlever, mais je pense quand même que c'est un de ses plus gros points faibles, c'est son striking. En tout cas, voilà, je le définirais comme un grappleur. Et alors une de ses grosses compétences, c'est le clinch.
Ça a été souligné par Nicolas il y a quelques semaines où c'était parti en Thaïlande, c'était sur notre podcast. Ouais. Voilà. Donc, non, ça n'a pas été souligné de la manière de dire son clinch tie est incroyable, mais il a souligné qu'il allait travailler le clinch tie en Thaïlande. Moi, personnellement, j'avais pas trop compris pourquoi, je voyais pas trop mais c'est vrai qu'en regardant les combats de Benoît Saint-Denis, c'est vraiment une de ses grandes forces. Et voilà, je pense que c'était une très très bonne idée de continuer de travailler sur cette force-là. Je la trouve presque. Ouais, je pense que c'est une de ses meilleures forces avec son grappling. Gaucher, je pense que c'est important de le dire. Et puis après, on pourra rentrer un petit peu plus dans les détails. Sur la question de la lutte, voilà, il a une lutte où il va chercher à pousser à la cage. Ça va être en première intention, ça va être son double leg, donc d'attraper les deux jambes, de tirer, de mettre au sol. Sur la défense du double leg, souvent ça va être de se mettre de profil pour l'adversaire, donc il va être capable de prendre le dos malgré cette position qui n'est pas forcément, enfin, qui est censée protéger le dos aussi. Donc il a une bonne compétence, je trouve, à prendre le dos à la cage. Et puis au sol, bon, c'est sûrement là où il a le plus de niveau, hein, clairement. Il va travailler surtout pour prendre le dos. Et alors, où il a eu vraiment du succès sur son dernier combat, c'est une fois que l'adversaire est dos au sol pour pouvoir finaliser en étranglement. Ouais. Ça, c'est vraiment sur les gros points forts. Alors, l'intensité, hein, on en a rapidement parlé, mais c'est une de ses grosses particularités. Son intensité, il vient directement dans le combat, il avance, il n'y a pas de... Ouais, c'est que marche avant. Il y a pas de pas beaucoup de temps de réflexion. Ça arrive, non. Mais voilà, ça va striker, ça va liquer, ça va repartir en striking. Même dans les temps de reset, il les enlève en fait dans ses combats. Donc ça va sortir du clinch, il va directement être sur toi. On l'a vu mettre ce KO contre Frevola. C'était son intention à un moment contre Prepolek qui a dû limite courir pour créer un peu de distance. Donc ouais, on n'est pas habitué à ça, je dirais, parce que c'est relativement rare les gars qui sont tout le temps sur toi. Il est tout le temps à distance d'action. Ouais. Donc ça, c'est quand même une réalité. Hormis contre Moïcano, il a pris le dos à quasi tous ses adversaires, je pense. Hein. Si ce n'est pas, sauf s'il les a mis KO avant. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, j'ai pas souvenir où ces tentatives de lutte lui ont pas permis d'améliorer un peu sa position. C'est clair. Même contre Eliseu, je pense que statistiquement, il réussit que 2 amenés sur 14, mais les 2 qu'il réussit, il arrive à prendre une position assez intéressante. Et au final, je suis retourné voir le combat. Premier round était à l'avantage d'Eliseu, mais c'était pas voilà. Alors, la domination part du deuxième round, vraiment. On a toujours cette, tu vois, et c'est marrant quand tu regardes un combat et puis tu le vois plus pendant longtemps. Tu gardes une image, tu gardes une phrase. Il s'est fait détruire. Et en fait, quand tu retournes voir, t'es là, tu fais, bah, c'est quand qu'il se fait détruire? Et en fait, c'est à partir du deuxième round. Moi, c'est le combat que je regarde. Enfin, j'ai pas regardé, je comptabilise pas parce que je le vois plus comme un combat que tu prends pour entrer à l'UFC, tu vois. 100%. Donc, mais moi, je l'ai regardé en me disant, il faudrait. Celui qui ressemble le plus à Ruffy dans les précédents adversaires de Benoît, c'est Eliseu. Ouais. Mais ce serait pas mal que je le regarde ce combat-là, un de ces 4. Voilà, donc ça c'est vraiment sur le côté positif. Côté négatif, bah c'est pour ça, moi je disais que je trouve que c'est un produit qui est pas encore fini. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts qui n'ont pas encore été corrigés. Bon, son striking pour moi c'est son gros point faible. Alors oui, il a des très bons kicks. Oui, il n'a pas peur d'entrer, de se battre et il est capable de boxer clairement. Bien évidemment, son clinch qu'on peut classer dans le striking est très bon, mais en tout cas à distance de points, à distance de kick, il se fait beaucoup toucher. Et il y a des choses qui pour moi sont ouais, je vais pas dire catastrophiques quoi, mais voilà. Donc il y a pas de mouvement de tête, ça avance seulement. Il n'y a pas réellement de construction. Il y en avait un petit peu avec Daniel Warin, je trouve. Les choses sont prévisibles, donc début de combat, on sait que ça va être un low kick. Ouais. Puis après un jab. Tous les combats c'est comme ça. Il a été étudié par Moïcano et ça a été voilà un truc où il n'y a pas eu grand chose. Donc Moïcano a analysé ça, il a vu que ça allait être un middle, il a récupéré le middle, il a pris le dos. Donc ça fait partie des choses moi qui sur les points négatifs. Hein. Au niveau du cadrage,
il poursuit. Donc, si l'adversaire recule, il va le suivre. Il n'y a pas de conscience du centre de la cage, de récupération de la cage, de patience. Ça poursuit, ça se fait toucher. Il y a même des fois où, je sais pas que je pestais, tu vois, mais où il envoie des low kicks à des moments qui sont pas du tout opportuns. Contre Prépollet, qui court derrière Prépollet, qu'il envoie un low kick en regardant la jambe et il se prend un contre avec une gauche. Ouais, il a un bon menton, mais pour combien de temps, tu vois? Et face à qui? Ça, c'est, enfin, je suis désolé, hein, mais on va parler après de Ruffy. C'est pas Prépollet, quoi. Ah oui, non, C'est pas la même ce genre de low kick à cette distance-là, en regardant pas du tout au bon endroit, face à Ruffy, ça peut te coûter le combat direct sur une frappe. Ouais, clairement. Voilà, donc sur debout, je suis vraiment pas convaincu. On verra au fur et à mesure, je suis pas convaincu. On l'a vu sur Moïcano, il a pas mal bossé avec un coach de boxe anglaise, mais je trouve que c'est un petit peu trop académique pour son style. Donc je trouve que ça se marie pas très bien. Je pense que enfin voilà, Nicolas a bien conscience de ça. Il faut travailler sur les forces. Ses forces, c'est son intensité, c'est son agression. C'est un bagarreur, donc il faut pas commencer pour moi le remettre dans de l'académique. Il faut travailler sur ça avec des styles de bagarreurs, mais qui ont quand même une sorte de conscience du danger, tu vois. En fait, ouais, c'est de responsabilité défensive. On le dit souvent pour BSD. Voilà, beaucoup l'ont critiqué sur il se fait beaucoup toucher, ce genre de choses, mais au final, c'est comme on l'a dit, c'est son intensité, sa compétence dans la bagarre qui fait qu'il est arrivé si haut. T'aurais eu un BSD avec quelqu'un dès le début de sa carrière qui l'aurait mis en mode mesuré, 2 frappes par minute qui touche, ce genre de choses, jamais il perce dans le top 15, non. Jamais de la vie. Ah, mais c'est pas du tout mais ça. Exactement, je suis en train de corroborer ce que Imagine... tu dis. Donc, mais par exemple, tu peux garder cette intensité. Par exemple, il va envoyer ses 2 crochets et puis il va rester en face, quoi. Le menton, il a pas bougé, tu vois. T'envoies 2 crochets, tu roules en dessous, 2 corps, tu roules en dessous, par exemple, n'importe quoi, où tu vas faire un switch pour se déplacer sur le côté, tu vois, avec des Damato step, des trucs du jeu de jambes, quoi. Tu peux garder cette intensité avec toute cette dangerosité, tout ce style qu'il a, mais avec de temps en temps un petit changement de niveau, un petit jab, une petite feinte, roll under, un petit retrait et refrapper dedans. Et tous ces éléments, donc de faire un léger retrait, de passer en dessous, une esquive, il n'y a pas besoin d'attendre la frappe pour le faire. Il faut le faire pour que ça fasse, voilà, l'adversaire, il doit, ta tête est en face, hein, une fois elle est en bas, une fois elle recule quand tu veux frapper. Tu vois. Donc ça, je pense que ça va faire partie des axes d'amélioration que j'espère voir, en tout cas sur ce combat. Au niveau du sol, moi j'ai dit, il a une capacité à prendre le dos, à mettre au sol qui est au-dessus de la moyenne, je trouve, clairement, qui est très très bonne. Une fois au sol, dans le dos, je l'ai déjà dit, hein, mais je trouve que là, par contre, il y a une difficulté sur les étranglements, il y a un mauvais positionnement de tête. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les principes que vont développer Danaher, etc. Tu vois, donc il y a des mauvais positionnements de tête. Le nombre de fois où il prend un étranglement arrière qu'il n'arrive pas à finaliser, que ce soit contre un niveau comme Prépolek, Dustin, bon, je l'entends, Dustin Poirier, c'est quelque chose, mais il s'est fait étrangler, Dustin, par 3 fois dans sa carrière, hein. En tout cas récemment, les 3 title shots qu'il a, il se fait étrangler. Contre Habib, il se fait étrangler. Contre Oliveira, il se fait étrangler. Contre Makhachev, il se fait étrangler. Alors, Makhachev, c'est pas un étranglement arrière, mais les 2 autres, bien. Ouais. Donc voilà. Donc, même contre Prépolek, les étranglements sont, la tête est trop haute. Il y a des tentatives. Je vois pas trop comment ça veut passer. Alors, si, sur un neck crank, peut-être, mais je pense pas que l'intention était sur le neck crank. Il y a des pertes de dos aussi. Donc, c'est pas pour BSD, hein. Les pertes de dos, on en a parlé pour Fluffy il y a quelques temps. Où j'avais dit mais si Fluffy fait ça sur son prochain combat, c'est pas bon du tout. On a vu que Fluffy il a fait vraiment les adaptations, ça veut dire que lui ou son camp on dit mec tu peux pas perdre ton dos comme ça. Pour Benoît je pense c'est la même chose, les pertes de dos qu'il a contre Dustin par exemple, Prépolek je me demande s'il en perd pas un, mais ça c'est pas possible à ce niveau-là. Tu prends le dos, tu restes dans le dos tout le round, c'est essentiel quoi, c'est vraiment essentiel. Tu peux pas prendre autant de risques. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attentes sur les questionnements et je pense avoir fait le tour sur les points négatifs. Je pense que ça c'est intéressant, on le dit souvent, tu vois, le mental, le menton,
ça s'apprend pas vraiment. Le mental un peu, le menton pas. Non. Les compétences bien. Et en fait, là où on est Benoît avec son changement vers Nicolas Hodge, je pense que Nicolas est vraiment quelqu'un de capable d'améliorer les compétences de quelqu'un et d'améliorer un peu la vision plus stratégique, adopter plus de réflexion dans la cage. Et comme tu l'as souligné, il y a déjà un set de compétences intéressant chez Benoît. Tu peux le peaufiner et en plus de ça, tu peux ajouter certains détails qui vont améliorer drastiquement son pied-point. Le cadrage, mouvement plus proactif, positionnement de tête à l'échange, mieux sélectionner les moments où tu accélères, avoir quelques petites attaques quand tu décides d'avoir un moment plus light avec, comme tu l'as dit, des feintes, des flicker jabs, des jabs, des changements de niveau, ce genre de choses. Et alors au sol, pareil, c'est des petits détails de positionnement qui pourraient faire qu'il passe de très très bon à excellent. On va dire ça comme ça. Parce qu'il est déjà largement au-dessus de la moyenne. On cherche la petite bête. Pour moi, c'est du détail, hein. C'est du détail, mais c'est quand même du taf. Hein. Bien sûr, c'est quand même du taf. C'est pour ça que je le répète. Pour moi, c'était quand tu vois tous ces détails-là, c'est au moins 6 mois pour pouvoir remettre tout correctement, quoi. Sachant qu'en plus les deux, comment dire ça, ces deux domaines-là, le grappling et la boxe. Je sais pas si c'est Nicolas qui bosse qui bosse là-dessus, tu vois, parce qu'il a deux coachs. Oui, il y a des coachs. Il a Savoca, donc Savoca, par exemple sur le sol, je pense que sur le dos, on a vu qu'il y avait des ajustements sur son dernier combat, notamment sur la manière de recomposer le triangle. Donc quand Dustin Poirier va ponter comme ça, et bien idéalement pour étrangler, tu mets sur le profil. Donc j'avais vu une vidéo où on voit Savoca aller crocheter la jambe pour pouvoir mettre l'autre sur le côté et prendre son triangle. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites, mais ça prend du temps. Quand il le fait à un moment, enfin ouais, ça prend du temps à être digéré dans tous les cas. Dans tous les cas, ça prend du temps à être digéré. Mais voilà. Après, il a fait une hein, progression tellement fulgurante aussi sur son début de carrière qu'on peut espérer qu'il y ait une progression un peu plus bien sûr. rapide que ce qu'on voit en général. Bien sûr. De la même manière que j'ai dit sur Fluffy qu'il y avait ça et que j'espérais voir la progression, il l'a fait, tu vois, donc j'espère de l'autre côté. Maintenant, on peut pas le prévoir, mais en tout cas, il y a quand même des choses à bosser qui n'ont pas été faites sur Prepolec, donc ça m'a, voilà, où j'étais je vais pas dire déçu, tu vois, mais il y a des choses où pour moi ça aurait dû être fait sur Prepolec aussi. Mauricio Ruffi. C'est la version McGregor en droitier, pour simplifier. Maintenant, pour aller plus dans le détail, moi je dirais que c'est un créatif avec un large arsenal technique qui inclut des techniques vraiment ultra dangereuses pour ses adversaires. Il est précis avec ses points, il frappe dur, il joue bien de son allonge, hein, il a une bonne allonge par rapport à sa taille. C'est plutôt un contreur. Voilà, vis-à-vis de Caio Borrello, on avait dit que contreur, on va revenir. Ouais, vas-y. Vis-à-vis de Caio, on avait dit que Caio avait une très bonne capacité à récupérer le centre, et je trouve que c'est aussi le cas chez Ruffi. Donc c'est potentiellement quelque chose d'assez commun chez les fighting nerds. Il a une bonne compréhension de l'espace, hein, de où il se trouve, de où son adversaire se trouve. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Ouais, il est actif et proactif dans le fait de sortir de toutes les situations de corps à corps. Donc, il est au clinch, il va sortir très rapidement, très proactivement, bien technique, un peu à la Max Holloway. Les moments où on essaie de l'amener au sol, c'est vraiment la recherche de désengager. C'est pas juste défendre et écraser, c'est je veux pas que tu aies le moindre contact avec moi, tu peux pas me chaîner ni quoi que ce soit. Donc, ça joue bien aussi dans sa force qui est le pied-point, quoi. Son objectif, c'est vraiment être à distance. Ah ouais, écoute, moi j'ai noté aussi créatif. J'ai marqué sur les beaux déplacements. Effectivement, j'ai noté que c'était un mec qui avait le style McGregor. J'ai rajouté bon cardio. Alors, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais quand je regarde le combat qu'il a fait au Dana White Contenders, Magomed Aliev, un excellent striker. Et franchement, il le termine au 3e round. Et en face, son adversaire, il était cuit, quoi. Ouais, il y avait une grosse différence à ce niveau-là. Par contre, pour nuancer de l'autre côté, son 3e round contre Lone Top, c'est le moins bon round qu'il ait fait de sa carrière. À part celui qu'il perd, à part le combat qu'il perd contre Sousa. J'ai marqué bon cardio, j'ai pas mis très bon cardio, tu vois. Mais c'est pour ça que je te demandais un peu ton avis, mais en tout cas, je pense pas, par exemple, je voulais le souligner parce que je pense pas que ce soit un truc sur lequel il faut compter, quoi. Mais ouais. Un mec qui crame à partir de la moitié du 2e. Moi, ça reste un point d'interrogation parce que contre Magomed Aliev, il a quand même le rythme entre les mains. Contre Lone Top, il perd au volume. Et je me demande si c'est pas ça la différence. Je crois que
j'ai pas de tête, mais c'est 67 frappes pour Ruffy à 90 pour Luntop. Mais voilà, Ruffy avait beaucoup plus d'impact et de percussion dans ses frappes, donc Ouais, il y a pas de discussion sur la décision. clairement. Mais tu sens quand Non, même qu'il clairement. fatigue, peut-être parce que il se fatigue peut-être à frapper fort. Et peut-être qu'il se Mm. fatigue aussi à prendre autant de coups, chose qui n'était pas le cas contre Magomed Aliev. Et face à quelqu'un qui va vouloir le grinder, le lutter, on sait pas trop, on sait jamais trop. Voilà. Ouais, c'est Donc vrai. c'est un point d'interrogation, Écoute, mais c'est vrai que sur il a tenu des 3 rounds déjà dans sa carrière et finalisé quelqu'un au 3e round dans sa carrière. Mm. Alors sur contreur, je voulais retenir. Et effectivement, bah forcément, quand tu imites le style de Connor, bah tu te dois d'être un peu un contreur, Forcément, tu ouais. vois. Mais je trouve pas qu'il est si bon dans le contre, et notamment parce qu'il désengage bien, tu vois, parce qu'il va avoir des beaux déplacements, et bah forcément quand tu désengages, c'est pas le plus simple de pouvoir Bah, contrer, tu pour vois. preuve, Connor, Je voilà, pour prendre cette image qui est historique, la manière dont il esquive contre Alvarez, ça frôle son nez et c'est comme ça ah qu'il peut contrer. Quand ouais, tu désengages et que tu veux ouais, contrer derrière, c'est ah millimétré. ouais. Ça doit être millimétré. Donc comme un petit peu tous les combattants qui ont une grosse influence McGregor, eh bien, des fois, ils doivent se concentrer sur ce qu'ils font de bien. Et moi, je trouve qu'il est un peu meilleur quand il met de la pression et quand il bosse vers l'avant. Donc, avec son jab, avec son 1-1, avec son 2 overhand, là, son overhand qui touche très très bien. Il frappe bien, en ligne et tout. Une bonne variété. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Par contre, sur le contre, je les vois... Ouais. Je je pense qu'il a compris que c'était pas non plus, il pouvait pas compter que sur ça, Non. quoi. Bah, un Ouais. peu à l'image de McGregor. McGregor, on dit toujours contreur. C'est la vraie définition de McGregor, c'est contreur agressif. Il va mettre une pression de Ouais. prestance, donc il sera souvent au centre et il va contrer quand tu te sens sous pression. C'est quoi le terme que tu utilisais quand on parlait de Lozenketa? Acculé. C'est il crée de Mm. l'inconfort. McGregor, il crée un peu de Ah oui, oui. l'inconfort par sa Mm. prestance. Tu savais que c'était un Mm. excellent striker, et puis à un moment tu surengageais, et Ouais. c'est là où il faisait son retrait du bus et son Ah, c'est contre. Et c'est vraiment une réaction ouais, naturelle qu'on retrouve dans le règne animal. C'est dès que tu as un animal qui est mis sous pression, sous danger, il va avoir plusieurs réponses. Soit il va faire le mort, soit bah, il peut pas fuir, soit il va fuir, mais s'il peut pas fuir, il va plus agresser le tout choix. simplement. Ouais. Il va te sauter dessus. Et donc, bah, c'était une des grandes forces de McGregor, d'acculer, et puis dès que l'adversaire se dit ah, c'est bon, vas-y, il envoie une droite, il recule et il frappe. Ouais, donc sur les points forts, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur les points faibles, alors Ah, vas-y. tu veux que je commence? Alors moi Ah, j'en ai noté deux ah, bah en écoute, ouais. premier. D'abord le défaut de sa qualité. Il veut de temps en temps être trop créatif selon moi. Un bon exemple c'est contre Luntop. Ouais. Il le touche super bien dans le round 1 et puis il foire complètement en tornado kick. Alors que je pense sincèrement qu'un direct bien placé aurait pu l'amener vers un TKO. Donc voilà, de temps en Mhm. temps il y a peut-être... je sais pas si tu te souviens, j'avais fait cette réflexion avec Robin de chez nous, qu'à un moment il était rentré sur le ring contre Ayton de Pape et il voulait trop montrer son arsenal technique et puis au final il n'était pas concentré sur la victoire et je pense que Ruffy c'est peut-être un de ses points d'amélioration qui va venir avec l'expérience. Au final il a entre guillemets que 13 combats professionnels mais voilà pour l'instant je Mm. pense que il fait pas toujours les choix techniques judicieux parce que son arsenal est tellement large que il va pas prendre la meilleure technique à utiliser à ce moment-là. Et puis il est très sujet au low kick en garde fermée. Je suis entièrement d'accord. C'est ma Ah première ben phrase. voilà. Ouais, ouais, avec cette jambe qui vole là, mais c'est étrange parce que t'as l'impression que ça lui fait, que ça le dérange pas, tu vois, c'est Mais en bizarre. fait ça c'est le truc des low Rarement elle kicks, est ça quoi. te dérange pas jusqu'au jour où. T'as beaucoup de gars comme Non, ça, non? jusqu'à la Ouais, seconde où, tu vois, même la mise Sang, ce qui Sang s'est contre passé, Walker quoi. ce qui est passé Ouais, ce voilà, week-end, ouais, exactement. effectivement. Tu peux avoir l'impression que ta jambe elle est bien conditionnée et puis il suffit de un low kick qui Ouais, est vraiment au bon endroit et en fait ça change la tournure de ton combat. ouais, clairement. Écoute, moi, ça a été ma première phrase, hein. Alors, pareil, j'ai fait une bonne liste hein, sur les points négatifs sur Benoît. J'ai fait aussi une bonne liste sur Ruffy parce que l'objectif hein, de cette émission, c'est de trouver un game plan pour battre entre guillemets l'un Mhm. et l'autre. Alors, donc pour Ruffy, moi, effectivement, j'ai noté sujet au low kick. J'ai pas noté sur trop créatif parce que bah, je pense qu'en fonction du combat enfin, comment dire ça? Mince, pas de la valeur du combat, mais mince, De son j'ai oublié aisance le dans mot. la cage, tu veux dire, peut-être? Non,
en fonction de qui il a en face, il va être plus ou moins créatif, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'On Mullerkey, par exemple, tu sentais que c'était ses débuts UFC qu'il pouvait pas se permettre de les foirer. Ouais. Voilà, voilà. Et au Dana White Contender, j'ai trouvé vraiment très très propre, concentré jusqu'au finish. Il a fait son taf. Il y avait un petit peu de créativité, mais il n'y a pas un gros arsenal. C'était bien, quoi, tu vois. Donc là, je pense pareil, qu'il va pas partir dans tous les sens. Il va vouloir une victoire sans prendre trop de risques. Donc, alors moi, dans les points négatifs, on a parlé de ses beaux déplacements. Pour autant, je trouve qu'il désengage souvent un petit peu trop tard et dans le couloir. Donc vraiment proche de la cage. Ça ne lui a... Alors, ça aurait pu lui coûter sur un combat assez ancien, avec, tu sais, le Brésilien. Tu m'as envoyé le lien. Voilà. On le voit désengagé de temps en temps sur sa gauche, dans le couloir, avec un Ronnie Torres qui lui court après avec des larges crochets et qui réussit à un moment donné à le toucher quand il est en train de désengager sur la gauche. C'est un peu ce qui lui coûte la victoire contre Souza. Hein. Sa défaite, c'est un peu, c'est derrière. Enfin, il y a pas de ligne noire dans cette cage, mais si tu fais l'équivalent UFC, il est dans le couloir de la mort. Il essaye de désengager, il désengage pas assez, il prend la frappe. Ah bah voilà, ouais, tu vois, je suis pas remonté jusqu'au loin. Voilà. Je suis allé voir sa défaite et c'est vraiment ça. C'est un peu. Ouais. Bon bah voilà. Je sais que tu vas en parler, mais donc je grille un peu le spoiler. Il se fait mettre KO sur quelque chose qui s'apparente à une combinaison de 2 coups avec un shift. Ouais. Ah bah écoute, j'avais même pas vu Bah comme quoi, on en avait parlé. Hein, Je t'avais dit que moi je voyais vraiment cette ouverture là. Donc pour moi, ça fait partie de ses faiblesses. Donc dans la manière dont il désengage, il a déjà été touché. Et puis bah tu me le dis, il a été mis KO il y a quelques temps. Je trouve que c'est toujours présent, mais ça n'a pas été exploité par les adversaires qui l'ont rencontré. 100%. Donc c'est toujours présent et ça peut être exploité. Donc j'avais noté, possibilité de shifter. Alors là on sera en garde ouverte. Comme j'ai dit, désengage, ça va être un peu plus facile en plus quand tu es en garde ouverte parce que tu peux envoyer ton bras gauche bien large pour le pousser à aller sur sa propre gauche, donc sur ta propre droite. Tu shifts parce qu'il désengage quand même relativement rapidement. Tu shifts et tu te retrouves de l'autre garde à envoyer ta droite et normalement toucher correctement. Donc je sais pas du tout si en termes de puissance du côté droit de Benoît, mais voilà, après c'est un combattant qui est rodé, donc il devrait avoir une puissance de frappe des deux côtés. C'est la Phil Davis. Exactement, inversé. Ouais, forcément. Phil Davis est droitier de base, Davis, mais shift. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est un des premiers trucs. Un autre truc qui m'a étonné, c'est que il accepte d'échanger dans le couloir, donc proche de la cage. Il désengage pas tout le temps, donc il y a des combats où il reste là et il est prêt à boxer. Et alors pour l'instant, ça s'est bien passé quand il échange ici, mais ça reste quand même une zone vraiment dangereuse. Moi, je déconseille en tout cas à mes élèves de le faire. Donc, la plupart du temps, quand ils se retrouvent ici en combat, ils ont l'instruction de désengager s'ils se rendent pas compte, mais ils doivent cercler et reprendre leur centre pour pouvoir boxer. Et alors, pire que ça, on parlait qu'il ressemblait un petit peu à Conor, c'est qu'il est capable de se mettre dos à la cage, comme l'a déjà fait Conor quand il est fatigué, pour travailler avec des esquives, tu vois. Il y a eu un combat comme ça, je sais plus lequel, mais voilà, où il se met dos à la cage, quasi comme McGregor quand il avait affronté Poirier, quoi. T'es là, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et où il s'était fait mettre KO d'ailleurs, je pense. McGregor ou ouais. McGregor, ouais. Oui, bien sûr, oui, McGregor contre Poirier 2, il se fait mettre KO quand il est dos à la cage, ouais. Voilà. Alors, je suis d'accord, il avait la jambe pétée, mais il y a eu des moments où peut-être même contre Diaz aussi. Dans le round de 5, dans le combat de 5 rounds. Ces trucs, machin, etc. Ah ouais. Donc ça, je dis, oh putain, il nous fait ce qu'il faut pas faire, tu vois, ce qu'a fait McGregor. Ça, il peut accepter. Donc il désengage bien, mais pas assez rapidement. Il peut se faire contrer et dos à la cage, il peut accepter de boxer, ce qui est pas une des meilleures solutions, surtout face à un mec qui va chercher à boxer. Et t'as eu des séquences comme ça. T'as pas regardé le combat contre Luntop? Ah, c'est contre Luntop alors que ça arrive. Dans le 3e round contre Luntop, il y a pas mal de moments où il est dans le couloir de la mort et puis il est figé, quoi. Et il essaye d'esquiver, de prendre un mini. C'est vraiment ça. Il passe en mode, je prends un minimum de coups. Ouais, contre Luntop aussi. J'ai noté qu'il était sujet au foot sweep aussi.
Donc il y a un foot sweep qui passe au Dana White Contenders. Donc ça, j'ai fait une petite image, je sais pas si au montage ça passera. Mais au foot sweep, il y a Magomed Aliev qui lui passe un foot sweep, mais qui ne l'exploite pas. Donc on voit Ruffy qui Mhm. tombe. Et Magomed Aliev, je sais pas pourquoi il a fait son foot sweep, ça servait pas à grand chose. Il le laisse se relever, il le laisse se relever pour perdre après un peu plus tard, quoi. Tu Mais nous as ce foot préparé une sweep, image, c'est ça que tu dis? Ok, ouais, 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 j'ai juste pris note ça du changerait. timing, comme ça on pourra le mettre au montage. Et, euh, et ce foot sweep, il y a une ouverture sur l'on top où on le voit qui désengage avec les hanches très très loin et avec un long top qui contrôle avec un underhook et avec un boulevard. Vous verrez, hein, en fonction, avec l'image, c'est exactement la même situation pour un des meilleurs foot sweep qui ait jamais été fait à l'UFC, c'est Makhachev euh, contre Poirier? Ah non, Arman. Arman Ah oui, oui, Tsarukyan. ah oui, 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 sur le Je me genou rappelle là. de ce foot Ouais, il est sweep magnifique. magnifique. Ouais. Ah ouais, ben voilà, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures. Quoi d'autre? Ben, je pense avoir fait le tour, hein, sur les points négatifs. Et puis, bah si, un des plus gros points négatifs, entre guillemets, mais bon, c'est plus un point d'interrogation, c'est celui dont a parlé Nicolas Hoth, c'est il n'a pas été testé sur certains Mhm. domaines, en grappling, etc. Et notamment dans sa défense de grappling, qui est très bonne, tu en as parlé. Moi, j'ai noté qu'il y avait, il va chercher à recomposer les underhooks, il va chercher à mettre ce qu'on appelle des Ouais. frames, à ce qu'on appelle des shoulder push, il va pousser sur l'épaule adverse, il va passer au-dessus de la tête pour pouvoir sortir en déplacement. Donc, il a un bon arsenal, mais il y a des petits trucs qui sont exploitables. En connaissant forcément le jeu adverse, en Mhm. voyant ce qu'il va mettre en place pour sortir de la situation, si tu le prévois à l'avance, eh bien, tu peux l'exploiter. Donc, d'une certaine manière, je vais pas dire que c'est un point faible, quoi, mais c'est Bah, exploitable. à ce niveau-là, tu montres des habitudes qui amènent à des Ouais. portes ouvertes si tu analyses bien ces portes ouvertes et tu pourras potentiellement les exploiter dans le combat. Et je pense que ça nous fait une bonne transition vers les game plans. On va commencer par BSD. Donc, je dois chaque fois nuancer le propos. Ce n'est pas parce que Ouais. je dis qu'il doit aborder ça comme une opposition de style que je pense qu'il n'a aucune chance debout. Il a des chances debout. Tu viens d'en discuter. Il y a des ouvertures sur le travail en shift, ce genre de choses. Malgré tout, selon moi, là où Benoît Saint-Denis a le plus de chemin vers la victoire, c'est en allant chercher le sol. Est-ce que tu es aligné avec ça? 100% aligné. C'est une opposition de style, et on le sait, sur des oppositions de style, hein, on a eu Nourma qui a mis une grosse patate à McGregor. C'était une opposition de style. Effectivement, quand tu es concentré que sur le grappling, bah, tu peux te prendre une frappe, voilà, hein, même Ouais, pas. et des exemples comme ça, C'est une il y en opposition a de style. finalement beaucoup. Mais Alors, je oui. vais me permettre une Mhm. toute petite analyse ici. Toutes les défenses de lutte que j'ai pu voir du côté de Ruffy, c'est avec les hanches et le buste vers l'avant et les jambes qui partent vers l'arrière. Donc, premier réflexe, c'est de plutôt sprawler ou retirer la jambe Mhm. sur une single leg. Ça signifie que avant l'action d'initier la lutte de l'adversaire, le poids de Ruffy est sur la jambe avant. Et donc là, j'ai deux trucs Ouais, à ouais, dire. ouais. Le premier, c'est quand tu attaques sa tête avec l'anglaise, on vient d'en parler pas mal, il fait un retrait du buste. Retrait du buste signifie automatiquement que ton poids va vers la jambe arrière, ce qui rendrait ce Mhm. système défensif primaire de Ruffy moins efficace forcément, parce qu'il a l'habitude de défendre avec le poids sur la jambe avant. Si tu provoques le poids vers la jambe arrière et que tu attaques à ce moment-là, quel va être son système défensif? C'est un point d'interrogation. Et le deuxième point, on en a parlé aussi, il accepte de temps en temps d'être dans le couloir de la mort. On l'a vu d'ailleurs dans son combat contre Ronnie Torres. C'est difficile de se scroller à la cage. C'est plus difficile d'utiliser ce système défensif où ton haut du corps, tes hanches vont vers l'avant, tes jambes vont vers l'arrière, si tu sais pas envoyer tes jambes vers l'arrière à cause de la cage. Et c'est là où il y a des moments où tu peux prendre du contrôle sur lui et potentiellement chaîner. Donc est-ce qu'avec ça, on a une base pour entreprendre des entrées en lutte et des mises au sol intéressantes? Ah bah oui, clairement, hein. Bah, je l'ai noté aussi, tu vois, sur le double leg, il va placer son double underhook, reculer ses hanches double underhook. Donc, bah, de chaîner là-dessus, c'est faisable, mais quand tu as les compétences de clinch de Benoît Saint-Denis, je pense que s'il rentre et qu'il y a un double underhook, il a juste à passer ses clinches et pouvoir bosser avec ses coudes, etc. Ça, je pense qu'on l'a vu contre Lone Top Ouais, à une situation. Effectivement, s'il veut pouvoir rentrer dans les jambes un peu plus vite, alors c'est un grand qui sautille, il va falloir pas être trop bas, ouais. tu vois, mais il pourrait envoyer ses frappes ou feinter, rentrer uppercut crochet, redescendre dans les jambes. Et, euh, et oui, il accepte d'être dans le couloir. Donc, je pense que c'est exploitable. Je pense en tout cas, moi, sur le game plan, j'ai mis qu'il y avait en priorité le cadrage, la pression, le cadrage, euh, pour pouvoir lutter, quoi, Mhm. tout simplement, hein.
Je pense que je suis assez d'accord, c'est la base. Maintenant, ça va pas être facile de l'amener au sol puisque tu regardes la seule tentative d'amener au sol de Jamie Mullarkey sur Ruffy, c'est une single leg. Sa jambe avant, elle part ultra vite. Je crois que la première tentative de Ronnie Torres, t'as l'impression que Ruffy se transforme en chat. Genre, il saute en l'air et tu sais pas comment ses jambes s'écartent au sol pour reprendre la base. C'est assez impressionnant. Ouais. C'est vrai. Mais voilà, malgré tout, il y a des réflexes qu'on a pu voir. Qui nécessite d'avoir le poids sur la jambe avant, qui nécessite d'avoir de l'espace derrière lui. Si tu enlèves un des deux éléments, voire les deux éléments, je pense qu'il y a des sacrées ouvertures à faire. Et à mon avis, toi, tu as dû voir des options de chaining aussi qui doivent être intéressantes parce que tu l'as dit, Benoît, il va chercher le double leg et quand son adversaire arrive à défendre et à se mettre légèrement de profil en supposant défendre son dos, Benoît va quand même trouver un chemin vers le dos. Je pense que si tu mets des images en parallèle de Benoît qui prend en dos de cette manière et de Ruffy qui défend un peu de profil, tu pourrais imaginer un Benoît qui va chercher le dos contre Ruffy. Écoute, il y a un moment donné où effectivement cette image elle est apparue. Je sais plus alors si c'est contre Lone Top, je pense. Donc Lone Top descend dans les jambes. Une des défenses classiques du double leg à la cage, c'est de se mettre complètement de profil, tu vois. Mais habituellement, tu viens passer ton underhook pour pas qu'il aille dans ton dos. Ouais. Et là, Ruffy a gardé son bras devant et est parti sur une sorte parti avec un underhook de l'autre côté, tu vois. Donc en ouvrant complètement le dos. Ok, je dis mais qu'est-ce qu'il fait là et tout, ça va être exploité. Et en fait, il prévoyait parce qu'on a parlé de sa défense, sa manière de pouvoir sortir. Il est parti sur ce qu'on appelle un arm drag. Donc il a tiré le bras et puis il a pu s'échapper, tu vois. Mais entre le moment où il est avec son underhook à l'opposé, il y a cette ouverture là et il y a la possibilité, en tout cas pour un Benoît, de pouvoir, je pense, parce que quand tu fais ça, tu dois changer de côté au niveau des jambes pour pouvoir t'échapper. Mais si tu mets du poids sur quelqu'un qui est là et tu le mets beaucoup plus bas, il peut plus changer de côté. Et donc effectivement, là il y a des ouvertures. Là il y aurait une ouverture pour prendre le dos sur les tentatives. Alors le seul truc, parce que tu m'avais envoyé la vidéo de Ronnie. Le seul truc qui pose problème sur sa défense, c'est que pour moi Ronnie, son niveau est pas terrible et il a toujours la tête trop basse pour pouvoir prendre les takedowns. Ce qui est pas le cas de Benoît. Benoît descend pas sa tête trop basse. La preuve, la tête est à hauteur de guillotine et on l'a vu avec Dustin. Donc je ne pense pas que comment il s'appelle, Ruffy va aller chercher les guillotines comme l'a fait Dustin. Je pense que s'il se retrouve ici avec la tête là, il va chercher à repousser la tête en face. Je pense aussi maintenant toujours faire gaffe aussi en analysant l'équipe. On a Jean Silva qui vient de placer un ninja choke sur Bryce Mitchell. Ça fait partie des voilà, Fighting Nerd. Tu pars du principe que quand il y en a un qui apprend une technique pour un de ses combats, les autres font partie du même cours. Donc toujours petit point d'attention là-dessus avec évidemment, et en plus les Fighting Nerds, ils auront probablement vu cette ouverture sur la guillotine dans ce combat contre Dustin Poirier. Ils pourraient se dire tiens, c'est quoi Ruffy, tu vas exploiter ce ninja choke, ne fût-ce qu'en défense. Il y en a certains qui l'utilisent juste pour que l'autre se relève et puis qu'il puisse désengager. Donc ça reste un point d'attention selon moi. Ça reste un point d'attention. Après, voilà, s'ils ont bossé, s'ils ont vu l'ouverture quand il va chercher le bras, et puis comme je disais, parce que pour le ninja choke, il faut que tu rentres le bras ici, d'accord. Donc tu exposes ton dos, d'accord. Donc je pense par exemple que si ça va chercher ça, je pense que Benoît aura les solutions, tu vois, pour aller dans le dos. Ouais. Donc oui, non, il y a des ouvertures, ça doit être testé. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait du chaining pour mettre au sol? Je pense pas que Ruffy ait un niveau de défense en lutte à multiples niveaux. Je pense qu'il suffit d'avoir un enchaînement de deux pour que ça soit suffisant. Ouais, comme je le disais, il cherche à directement désengager, donc on l'a très rarement vu face à quelqu'un qui cherche à le maintenir sur une deuxième séquence, quoi. Voilà. Donc on a vu, Benoît, il est très très bon aussi sur les désengagements à la cage quand l'adversaire va sortir. Il peut aussi avoir ça en tête. Donc il est ici en train de travailler. Il sent que ça va désengager. Il feinte le bas pour remonter avec un crochet ou si ça désengage plus vite, son high kick du gauche qui est très très bon, qui a jamais KO. Donc ça aussi, ça doit faire partie des choses. Et alors surtout, si c'est ce qu'il recherchait, frapper. Si ça échoue, reprendre le centre et pas courir derrière. Ça, c'est le truc à avoir en tête absolument. Surtout face à quelqu'un des Fighting Nerds qui a cette compréhension de l'espace.
Mm. Mais moi, je pense qu'il y a la possibilité de prendre Ouais, je ce suis dos, d'accord. clairement, je Et pense. juste pour revenir peut-être sur la partie debout, face à quelqu'un qui fait beaucoup de retrait et face à quelqu'un qui désengage quand même pas mal, il y a pas mal d'options. La pression avec le cadrage, le travail en shift, t'en as parlé. Je trouve que Ouais. feinter en haut et attaquer le corps, c'est pas assez fait sur ceux qui font des reculs du buste. Souvent, le recul du buste, ben, la tête n'est plus disponible, mais généralement, quand la tête est plus disponible, Mhm. le buste, il reste là et voire même il est étendu, donc ça peut faire plus mal. Ouais. Maintenant, voilà, ce à quoi il faut faire attention avec Ruffy, c'est que il va varier. Il recule de temps en temps, il fait un recul du buste ici et là, mais de temps en temps, il va aussi ancrer et contrer de manière il va faire des comptes synchronisés. Donc, il faut pas non plus Mm. faire que du travail en shift parce que tu risques de surengager, de t'exposer. Euh, il faut un peu calculer et lire à quel moment il va désengager. Mais je pense qu'il y a des ouvertures là-dessus, de travailler au corps avec son anglaise. Ouais, ouais. Sachant que bah, le travail au corps, un peu comme tu en parlais hein, sur les Fighting Nerds qui vont s'influencer entre eux, je trouve qu'on voit un petit peu les mêmes patterns chez Ruffy. Dans les défenses, il a tendance à vraiment Ouais, descendre fort pour défendre le corps, ses mains, dont on avait parlé sur ouais. Caillou. Pour autant, bah, est-ce que c'est exploitable? Je suis pas sûr parce que aucun des Fighting Nerds ne s'est fait toucher. Mais ça peut être une bonne idée. En tout cas, moi, je reste persuadé que sur la question du striking, ce qui va être important pour Benoît, ça va être son clinch, son intensité, mais avec du shifting et avec des changements de Mm. hauteur, parce qu'on a parlé, tu en as parlé, ça reste quand même euh, bon il est bon pour contrer, tu vois. Et puis ouais, il doit rendre, je vais pas dire le combat chaotique, mais de striker dans cette distance-là, quoi, la distance corps à corps, rentrer très très fort, qu'il n'y ait pas la possibilité de contrer, chercher les shifts. Ouais, moi, c'est ça. Je Oui. pense que tout ce qui est du karaté range jusqu'à mi-distance, distance de enfin, ouais, on va dire karaté range, kicking range et boxing range bras attendu. L'avantage est du côté de Ruffy. Dès qu'on rentre à distance Mm. de crochet, coude, genou, clinch, sol, on va sur un avantage Benoît Saint-Denis. Donc ça peut être aussi une guerre de distance ce combat. Ouais. Et surtout pas de low kick Non, au début parce qu'il va se même prendre une s'il est droite. sujet, là on est en garde ouverte. T'envoies mal Ah, un low kick intérieur, c'est fini. C'est directement fini. Il y a pas de débat. ah, ouais, je pense que c'est. Alors, quand il y a des profils comme ça qui envoient un peu toujours la même combinaison d'entrée de jeu, donc par exemple sur un low kick ou un jab, il y a deux possibilités. Soit contrer ce truc parce que tu sais que ça va arriver, soit moi ce que je conseille en tout cas à mes gars, c'est tout simplement faire rater. Ouais, Donc, tu c'est plus commences le safe. combat, le gars va envoyer son low kick, tu le sais, il le fait à chaque fois. Tu recules ta jambe, tout simplement. Hop, tu te moques un petit peu peut-être. Tu lui envoies un jab ou tu envoies une petite frappe vite fait. Et la plupart du temps, vu qu'il y a une habitude qui est faite de mes combats, j'ai commencé avec un low kick, ils veulent le Ouais, refaire, tu vois. En surengageant, en faisant un pas en plus, et c'est là où tu comptes. ouais, pas bête, pas Mm, bête. mm, mm. Ah ouais, bon, ouais, c'est enfin voilà. Donc moi, j'espère surtout pas que Non, enfin parce voilà. qu'effectivement là, envoyer des low kicks sans pouvoir se faire contrer, c'est un long travail, je trouve. Surtout face à quand tu affrontes quelqu'un qui a une allonge comme Ruffy avec un Ah timing ouais, comme et puis lui une et droite. une Ouais, ouais. précision comme lui et la possibilité d'éteindre sur une frappe. Ouais, j'enlèverais ça. Ouais. Alors, ce qui serait bien, par exemple, c'est plutôt garde ouverte, envoyer le low kick jambe avant, tu Ça vois. De va. loin, t'as une belle Ouais. visibilité sur la droite, tu décales un peu, tu touches juste pour frapper, pour qu'ils se disent, ouais, que c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Il s'est trompé de pied. Non, mais C'est trompé de j'ai kick. moins de problème parce qu'effectivement, c'est beaucoup en garde fermée qu'il est sujet au low kick. Donc, tu Ouais, simules de ta garde ouverte un kick de garde fermée. Donc, c'est ta jambe avant qui vient sur l'extérieur de la jambe avant de Ruffy. Et en ouais. plus de ça, effectivement, tu Un peux truc qui t'éloigner de change. son bras arrière pour prendre ton angle sur ce low kick. Donc, celui-là, je suis OK. C'est le low kick intérieur qui Ouais, me un fait truc peur. qui change. Ouais, ouais, ouais. Parce que je pense que, comme tu l'as dit, les Fighting Nerds, ils étudient, ils vont mettre en place des choses, et c'est un des pièges hein, du fait d'étudier les adversaires, c'est que bah tu sais pas ce qui va se Mhm. passer, quoi.
tu peux essayer de prévoir, mais la réalité, c'est que bah, il suffit que le mec il arrive, il vient le jour du combat en droitier. T'as bossé parce que tu pensais que c'était un gaucher, tu vois. Bah Ouais, mince, tu dois tout réajuster directement. qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Totalement. Ouais, tu dois tout réajuster. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tu reviens. Voilà. Donc, je pense que ça peut être un truc Alors pour intéressant. Mauricio Ruffi, on dirait que le combat pour lequel il peut le plus s'inspirer, c'est celui d'Elysée. Selon moi, c'est rester assez loin, toucher, mettre de l'énergie dans la défense de lutte et éviter de donner du temps de contrôle à BSD. Voilà, il touchait plus. C'était vraiment ça. C'était un peu cette logique, toucher sans se faire toucher. Il s'est fait toucher parce que Elysée a accepté la guerre contre Benoît Saint-Denis, notamment parce qu'il se sentait à l'aise dans la poche avec ce dernier. Donc ça va nécessiter de bons déplacements, un bon jeu sur le pied arrière aussi, parce que Mauricio doit s'attendre à passer pas mal de temps sur le pied arrière dans ce combat. Donc pour moi, ça c'est la base de la stratégie, c'est mettre l'accent sur les déplacements, avoir des stratégies de boxer en reculant et chercher à mettre la pression quand il est capable de pouvoir le faire. On a déjà vu un Benoît Saint-Denis, notamment contre Elysée, reculer quand même pas mal. Je me demande si Benoît est pas sujet au middle kick après avoir revu le combat. Je crois qu'il y a un moment où Benoît était bien dans le premier round, il prend un middle kick et tu sens vraiment que il y a tout qui s'apaise et puis il commence à être sur son pied arrière. Donc ça aussi, ça peut faire partie des techniques à utiliser pour Ruffi. Écoute, ouais, bah, sur le game plan, moi je te rejoins entièrement. Je pense que les déplacements vont être essentiels, les déplacements latéraux, donc cerclés dans la cage, désengagés. Je pense qu'effectivement les contres vont être une bonne chose, les jabs. Je pense que même si c'est une garde ouverte, ça pourrait être intéressant sur les jabs et puis bah, les bras arrière, hein, le contrôle de la main avant pour envoyer le bras arrière. Et alors je pense que ouais, si j'étais du côté Fighting Nerd, je pense que faire rater les offensives de Benoît Saint-Denis, c'est surtout quand tu es chez l'adversaire, c'est quelque chose de très très intéressant. Pour la frustration qui amène à surengager ou à faire des erreurs par la suite. Exactement. Genre t'arrives, hop, le gars va envoyer le low kick, tu recules ta jambe, il rate, hop, tu te replaces. Tu envoies un petit stop kick, boum, tu touches, tu vois. Il réessaye d'envoyer quelque chose, tu désengages, 2 échecs, toi t'as touché, même si c'est pas fort, tu vois. Hop, t'es ici, tu touches, t'envoies un jab, tu te déplaces, le gars il se dit purée, j'arrive pas à le cadrer, et puis bah t'as tout le monde qui, allez, tu vois. Ça peut être vite problématique, et je pense que ça peut être une très très bonne solution pour Ruffi. Ouais, écoute, quand je regarde les stats de Benoît contre Elysée, il touche qu'avec 45% de ses frappes envoyées. Donc il y a un peu ce côté tu me touches pas quoi. Et puis Elysée, élusif. Je suis pas sûr qu'Elysée s'est dit tiens, je lui non, fais en rater ses frappes, en plus de ça. Mais voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. C'est un combat où il a raté pas mal de ses frappes, statistiquement en tout cas. Donc voilà, être sur la stratégie toucher sans être touché. Ouais. Et là, ça serait plutôt l'inverse, tu vois. Et contre Moïcano, il a 41%. Sans être touché, puis touché. Ça paraît bête, mais ouais, contre Moïcano, il touche qu'avec 41% de ses frappes. Donc, voilà, stat intéressante. Ouais, stat intéressant. Et puis, bah, bien évidemment, sur la défense, il devrait être très réactif, ça tu l'as dit. Très élusif, ça se dit. Bah ouais, il a vraiment cette méthode de désengager directement. C'est pas qu'il défend juste pour ne pas se faire amener au sol, c'est vraiment qu'il défend et son premier objectif c'est recréer la distance pour retomber dans son domaine de prédilection. Et là cette logique il doit la garder contre Benoît, surtout que Benoît c'est probablement le gars qui a la meilleure lutte en chaîne que Ruffi a affronté. Et donc, face à des bons lutteurs en chaîne, le but d'un lutteur en chaîne, c'est de toujours garder un contact à tout moment, parce que c'est ça la chaîne. Dès qu'il n'y a plus de contact, tu dois repartir de zéro. C'est un genre de reset. Là, forcément, tant qu'il y a contact... Sauf pour Chimaev, qui a montré... Ouais, c'est vrai que les reshoots sont tellement rapides que tu considères que ça fait partie de la même chaîne. Non, c'est qu'il a utilisé sa boxe pour pouvoir réenchaîner derrière. Ouais, je vois ce que tu dis. Ouais. Il perd ses différents trucs, le gars sort, puis il replonge dedans, tu vois. Ouais, donc ça fait, ouais, en fait, c'est vrai. Il y a une forme de contact dans la frappe, tu vois. Il y a une forme de contact. Ouais, ok. Ça, c'est un truc aussi à voir. Ça, c'est MMA 2025, quoi. Parce que tu gardes ta chaîne de lutte en mettant des frappes et en revenant dedans.
Non, même à 2025, ça fait partie. Alors, tu te rappelles à l'époque, mais il y en a un qui le faisait très bien et ça faisait partie un petit peu de la stratégie dans l'entraînement quand on faisait tout ce qui était défense de single leg, etc. Si tu partais de la single leg, c'est pas genre t'enlèves ta jambe, tu te retournes et au suivant. L'autre avait le droit de pouvoir attaquer et replonger dans les jambes. Tu te rappelles de ça? Et Max, il le faisait très bien. Il le faisait très bien. C'était là, tu réussissais à sortir, et puis t'étais allé à qui le tour, et puis en fait, lui, il te renvoyait 2-3 frappes, et puis il re-shootait, parce qu'il avait pas envie d'attendre encore 3 minutes avant de rentrer dans le... Et ça, c'est des compétences qui sont oui, d'autant plus que t'as pas cette habitude, je trouve. Et enfin, dans les entraînements, c'est pas assez travaillé. C'est pas. Et donc t'arrives en combat, t'as quelqu'un qui te fait ça, comme Shimaev. C'est nouveau pour toi. T'es là, tu fais qu'est-ce qu'il fait? Et puis le temps que tu te poses la question, pourquoi il a eu, enfin, comment ça se fait qu'il a réussi à me toucher en pied-point en sortant à peine de sa single ratée? Tu dis, oh, ouais, il vient de me toucher 2 fois, je monte ma garde et il est déjà dans tes hanches et t'es déjà le dos au sol. Donc effectivement, ouais, quelque chose à bosser. Ouais, c'est une compétence à travailler. On passe au chrono ou t'as encore avant cette élément? Parenthèse. Pardon? On en était où avant cette parenthèse? C'est une bonne question. Excuse-moi, ça a dû couper, ouais, je crois. Notre truc a rapidement coupé. Ah bah écoute, je sais même plus... On était sur le game plan, on parlait du game plan. Je parlais de juste désengager de la lutte. C'était vraiment vouloir désengager pour revenir dans le domaine de prédilection. Quand tu désengages, t'en profites pour reprendre le centre, pour essayer d'avoir un moment où tu arrives à pousser Benoît sur son pied arrière et travailler à partir de là. Bah, comme on a dit, opposition de style. Hein, donc au final, les grandes lignes restent un peu les mêmes. Il y a des détails dans les analyses nano qu'ils doivent faire d'un côté et de l'autre. La capacité à prendre le dos du côté de Benoît. La capacité à toucher sans se faire toucher et à rester loin du côté de Rufi. Ça va probablement se jouer dans les déplacements, mais voilà, dans les grandes lignes, je pense qu'on a fait le tour. On passe au prono. Ouais. Alors, selon notre sponsor Unibet.fr, le Brésilien est favori à 1,44, BSD est à 2,60. Ça nous fait tomber sur un 65-35. Les hotmakers utilisent, imagine donc un Rufi capable de gérer l'intensité de Benoît Saint-Denis, l'empêcher d'amener ça au sol et de faire ce qu'il a toujours fait debout. Moi, personnellement, je trouve ce combat très compliqué à pronostiquer. Comme tu l'as dit plusieurs fois dans le podcast, on n'a jamais vu Rufi face à un gaucher agressif qui compte le lutter à l'usure et qui est autant capable de le lutter que BSD. Donc on doit beaucoup spéculer sur ce combat. Après, je trouve pas la cote si déconnante que ça au vu de là où ils en sont dans leur carrière. Rufi est en pleine ascension sur une grosse série de victoires, invaincu à l'UFC. Les nerds font le buzz. Il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Twitter en disant que après la victoire de Prates contre Jeff Neal, il y a beaucoup d'argent qui est rentré sur Rufi contre BSD, comme si voilà, il y a un nerd qui vient de nouveau de gagner. Ah oui, on se rappelle à quel point les nerds sont bons. On se rappelle de cette phrase "Never bet against a fighting nerd", et donc il y a de l'argent qui est rentré. Donc je comprends en fait que ces cotes soient un peu influencées par là où ils en sont dans leur carrière, le buzz que font les nerds. Maintenant, j'avoue que à un moment, les cotes se sont rapprochées du 60-40 et ça me semblait peut-être un peu plus réaliste, proche de la réalité. Bah écoute, ouais, moi j'avais mis 60-40 sans regarder les cotes. Quand tu m'as dit 65-35, je dis purée quoi, c'est moi qui suis trop généreux. Ça me rassure que tu me dises qu'il y a sûrement 5% qui sont rentrés suite à la victoire du week-end de Prates. Il y a 2 semaines, tu vois, de Prates. Donc ouais, je pense que c'est un peu plus un 60-40. C'est difficile à pronostiquer, comme toute opposition de style. Hein, si Benoît réussit à mettre au sol et qu'il le contrôle et qu'il étrangle, par exemple, on dira ouais c'était facile quoi. Et puis de l'autre côté, si Rufi défend et met KO Benoît, tout le monde dira on vous l'avait dit. Tu vois. Donc forcément, d'une certaine manière, c'est difficile de choisir l'un ou l'autre. Mais c'est facile à pronostiquer dans le sens où les scénarios, ouais, il y a deux chemins. Les scénarios sont voilà quoi, sont assez lisible. Il y a 2 chemins ultra plausibles qui englobent 80% des scénarios possibles et imaginables. Et puis il y a des scénarios plus... Voilà, on a parlé un ninja choke de Rufi. C'est pas complètement débile de penser que ça peut arriver. Au même titre que un KO signé BSD, c'est pas complètement débile de penser que ça peut arriver. Ah ouais. Dans le couloir en déplacement, on en a parlé avec un chiffre, avec une sortie de clinch, clairement. C'est déjà arrivé à Rufi de se faire mettre KO comme ça, apparemment. Clairement, c'est clairement envisageable. T'as un prono? J'ai 2 pronos, forcément.
facile à pronostiquer, donc 2 pronos. Est-ce que je vais avoir un positionnement? D'office, je serais rangé du côté de Benoît et du côté de Nicolas, d'office. Mais sur le prono, je vois un peu 2 trucs. Je vois soit Ruffy qui gagne par KO, première option, et deuxième option, c'est Benoît Saint-Denis qui l'emporte soit par décision. Je la vois un peu plus probable que par soumission, notamment pour ce que j'ai dit, où je trouve que je suis pas sûr qu'il aura fait les ajustements pour trouver la soumission. Et puis, enfin voilà, c'est vrai qu'on en a pas parlé. On aurait pu mettre ça dans le facteur X. Le niveau de Ruffy au sol. Alors, je sais qu'on va en avoir dans les commentaires. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il avait un excellent sol. Mais ces rumeurs-là, on les entend tout le temps. Dès que t'as quelqu'un qui a une inconnue dans son jeu, il est excellent dans cette inconnue de ce jeu. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, voilà. Ouais. Donc il est excellent, mais avec qui? Avec d'autres, avec des amateurs dans son club. Ça veut dire quoi, tu vois? Parce que BSD est vraiment excellent une fois qu'il a le top control, quoi. Ça reste une inconnue, mais pour l'instant, il n'a pas montré à aucun moment qu'il y avait une particularité, une véritable force au sol, tu vois. Le fait contre Torres, il veut rien faire au sol, même pas prendre le top control alors qu'il reste 1 minute dans le combat, quoi. Il veut rester debout à tout prix. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que il veut garder le mystère autour de son jeu? Est-ce que c'est parce qu'il est pas bon? Est-ce que c'est parce que il se sentait tellement à l'aise debout qu'il voulait vraiment pas avoir 1 seconde au sol? Encore une fois, ça demande de spéculer. Voilà, si on regarde sur les strikers qui ont pas de sol et qui ont fui le sol, voilà, il y a des Adesanya, des Pereira, ils ont fui le sol, ils fuient le sol. Clairement. Ouais. Et puis, en règle générale, des gars qui ont un niveau au sol cohérent, même si c'est d'excellents strikers, ils n'ont pas peur d'y aller. Et je sais pas. On a gardé la comparaison McGregor quand même sur pas mal d'éléments de son style. McGregor avait aussi cette réputation, il est incroyable au sol, etc. Ce qui était une réalité à l'entraînement, voilà. Mais avec. Mais la réalité du combat, c'est qu'il s'est fait beaucoup soumettre. Ouais, et puis il était très très bon au sol, mais voilà, pas au niveau d'un sol mondial, tu vois. Quand il s'entraînait avec les gars qui étaient en amateur, début niveau amateur, oui. Ouais. Effectivement, il avait un très bon niveau, il défend bien contre Khabib au premier round, mais défendre au premier round, c'est pas suffisant pour gagner un combat. Ici, t'as un Ruffy qui défend très bien au premier round, mais après il se fait submerger sur le 2 et 3 en lutte. C'est un chemin de victoire. Ouais. Donc ça reste de la pure spéculation, bien évidemment. Ça se trouve, ceux qui disent qu'il a un très bon niveau au sol ont raison et peut-être il est excellent, il cache son jeu, clairement. Si c'est le cas, je pense que tout le monde en parlera. Ça sera une sorte d'exception à la règle, dans le sens où ce striker d'élite qui a jamais voulu montrer son jeu, le jour où il l'a fait, effectivement, c'était au-dessus de son striking, tu vois, genre. Mais voilà, c'est la probabilité faible. Voilà, nous, notre job, c'est d'analyser les combats. Et parce que c'est ça qui compte. Si t'es excellent à l'entraînement et que t'es nul en combat, la réalité dans nos analyses, c'est que tu seras nul. C'est comme ça. Si t'es nul à l'entraînement et que t'excelles en combat, notre analyse, c'est t'es excellent. Donc, nous, notre analyse aujourd'hui, c'est on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas vu Ruffy longtemps sur son dos. Et donc, on ne sait pas. Ah tiens, c'est qui? Tiens, l'exemple, c'était Whittaker. Son sol, sa défense de lutte, incroyable. Comment ça? Il a fait de la lutte? Non, il a pas, de ce qu'on a vu, non. S'il refuse d'aller en lutte au sol, il dit voilà, quoi. Et la preuve, on l'a vu, tu vois, que son sol, c'était pas ça, que sa lutte, c'était il y en a plein. Yoel Romero, excellent background en lutte. Il l'a pas spécialement exploité en MMA. Ça faisait pas partie de ses forces dans sa carrière MMA. Exactement. Donc on a beaucoup d'exemples que ça. Donc, c'est que de la spéculation. Voilà. Ici, nous, on part sur on ne sait pas. Peut-être que BSD va exploiter ça et exposer un niveau des ouvertures et gagner comme ça. Peut-être qu'il va tâter ce terrain. On va avoir un Ruffy impossible à mettre au sol, ou quand il est au sol, il est incroyable pour suivre ou pour se relever. Et puis il va dominer debout, et c'est un scénario aussi. Ouais, bon, moi, j'ai envie de pronostiquer Ruffy parce que la dernière fois que BSD était underdog aux yeux des Côtes de Paris et que chez Fight Minds, on a dit que c'était l'adversaire qui a gagné, BSD a créé la surprise et on s'est fait lyncher. Voilà, je préfère me faire lyncher et qu'il gagne. Ah oui, toi tu te positionnes, ouais. Non, je faisais ça pour la blague. Ouais, moi je serais dans la fournaise, tu vois, si je pronostique Ruffy et qu'il gagne.
je vais me prendre des, Non, non. des canettes. Non, Je pense que maintenant, Non, mais dans tous les cas, moi, je pronostique les deux ouais. scénarios. Voilà, c'est ça que je vois. Je vais aller supporter clairement. Je vais aller supporter Benoît. Clairement, ce que je vais attendre, c'est des voilà des grosses évolutions, des changements. J'ai vraiment, j'y vais pour ça. Enfin, j'y vais pour ça. J'attends ce combat-là avec grande impatience pour ça, tu vois. Mais je comprends tout à fait que c'est un combat où bah ouais, la logique dit, vu ce qu'on a vu comment j'ai pu être critique au début de au début de podcast, voilà, la réalité c'est que Ruffy, bah si Benoît arrive comme il a été sur son dernier combat, Ruffy va trouver l'ouverture. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. Après, voilà, moi, encore une fois, quand tu dis que c'est 60-40 pour quelqu'un, normalement, ton pronostic va dans ce sens-là. Donc, si je dois faire un pronostic un peu avec la tête, c'est Ruffy. Le cœur, clairement, c'est BSD. C'est celui que je supporte dans ce combat. Et j'avoue que tu vois, de temps en temps, il y a des trucs où c'est pas l'analyse, c'est juste un ressenti. Il y a un ressenti en toi je suis peut-être biaisé, c'est peut-être des émotions qui parlent, mais j'ai vraiment un bon feeling pour BSD dans ce combat. Je sais pas l'expliquer, j'ai juste, j'ai peut-être rêvé ou visualisé une victoire de BSD. Ah, tu pronostiques quoi, toi? Mon pronostic de tête, c'est Ruffy. Mais j'ai un gut feeling. Que BSD. Mes tripes me disent que BSD va l'emporter. Et je sais pas expliquer pourquoi, je sais pas dire sur quel chemin. On a exploré le game plan, etc. Ouais. J'ai ce feeling qu'il va gagner. Franchement, ça serait une dinguerie. Moi, ça me plairait. En tout cas, ouais. La surprise, le fraud check de Ruffy, ça serait incroyable. Ouais, j'aime pas le terme fraud check parce que si tu fais fraud check, c'est plus une belle victoire. C'est juste que le gars était une fraude, on l'a pas vu, tu l'as battu et puis il s'en va. Moi, ce que j'aimerais, c'est que BSD gagne et que Ruffy fasse une série de 4 victoires derrière. Comme ça, tu dis, oh ouais, solide. Enfin, tu vois qu'une victoire vieillisse bien. C'était pas un fraud check, c'est toi qui voilà, c'est ça. C'est une victoire qui vieillit bien. Brian, waouh, ça faisait longtemps, plus d'une heure. Et franchement, j'ai passé plus d'une heure, mais moi j'ai passé 2 heures à regarder. C'est franchement un combat. J'ai vraiment hâte. Ouais. J'ai vraiment hâte de ce combat-là. Je souhaite. Là, c'est un peu tard, tu vois, mais bon courage à la team, à Nicolas, à Benoît, parce qu'ils ont du boulot sur la planche. C'est un profil. Ouais, on n'en parle pas beaucoup, mais Nicolas, il a solide, beaucoup de boulot sur l'UFC Paris, donc tout le meilleur pour lui et tout le meilleur pour l'équipe au global et pour tous les Français de manière générale. Faisons-le maintenant. Tout à fait. Brian, merci les amis, à très vite. Ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.